aimeriez que le groupe réponde les semaines suivantes, enfin les mois suivants, prochaine séance, ce que vous avez aimé ou pas aimé, ce que vous avez pu apprendre, ce que vous avez pu apporter, et si vous avez des questions, donc s'il y a des problématiques qui ont émergé auxquelles il va falloir qu'on s'attelle. Donc vous n'êtes pas obligé évidemment de répondre aux 6 propositions, mais peut-être au moins à une voire 2. Qu'est-ce qui veut prendre la main? L'idéal, c'est que chacun puisse voilà, partager une phrase avec le groupe. Tu leur donnes des bonus? Par contre, je me permets, j'ai juste quand même une question pour Jean-Charles, parce que donc ton cours est divisé en 12 chapitres. Donc chaque groupe a 2 chapitres sur lesquels ils doivent travailler. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que dans le groupe, les personnes n'étaient pas intéressées? Parce que dans les 12 chapitres, il y en a qui sont plus sympas que d'autres. Ah, ils ne sont pas choisis. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'étudiant en fait suive le cours, mais en fait le chapitre ne l'intéresse pas, et du coup pendant ces 20 heures de cours, sur les 12 chapitres, il y en a 6 difficiles et 6 faciles. Donc à chaque fois, à chaque groupe, j'ai donné un facile et un difficile, à chaque fois. Donc ils savent qu'ils ont un chapitre facile et un difficile. Quand ils travaillent sur un chapitre, ils doivent connecter aux autres, parce qu'il y a des interfaces entre les chapitres. Donc je leur dis, ils font le plan eux-mêmes, et quand ils ont fait le plan, avant d'attaquer le chapitre, quand ils ont fait le plan, ils vont comparer leur plan avec les autres, pour éviter qu'il y ait 2 groupes qui travaillent sur la même chose. Donc ils comparent leur plan, et ensuite, eh bien, ils sont obligés de travailler dans le chapitre. Donc l'étudiant ne choisit pas. Moi j'ai choisi un facile et un difficile par groupe, et j'ai distribué au hasard. Et ce que je veux dire, c'est que tu vois, par rapport à la cour traditionnelle, bon, il y a un chapitre qui ne me plaît pas trop, on l'a pendant 1 heure, 2 heures, et la fois d'après, on passe à un autre. J'ai compris, là non. Là, il se peut qu'il y ait des étudiants qui travaillent sur 2 chapitres qu'ils aiment moins en se disant c'est dommage, j'aurais bien voulu faire les 2 autres. C'est le cas. Mais j'ai pas eu de réflexion là-dessus. J'ai pas eu d'étudiant qui m'ait dit oh, moi je regrette de ne pas avoir pu choisir mon chapitre. Ils avaient regretté au départ de ne pas pouvoir choisir le groupe. Et par rapport au chapitre, non, ça ne les a pas perturbés. Est-ce qu'il veut prendre la parole du coup par rapport au débrief? Une phrase, chacun? Oui. Ce que j'ai beaucoup apprécié d'apprendre, c'était l'importance d'impliquer les étudiants dans le débrief en fait, sur le processus pédagogique. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait un petit peu au niveau des ateliers qu'on organise, mais pas suffisamment sur la vue générale. Donc ça, c'est un réel apprentissage. Donc mon besoin, ça va être d'expérimenter rapidement avec les étudiants et avec les référents pédagogiques. On a des référents dans les universités, donc là ça va être d'expérimenter de nouvelles manières de faire avec et non pour. Et sur le GEM, c'était toute la matinée, l'expérience justement d'aller voir le cours, de découvrir aussi ce lieu et c'est à cœur. Et le process d'apprentissage. Juste sur le premier point de ta réflexion, c'est fondamental ça. Si on n'explique pas aux étudiants ce qu'on fait, ça ne marche pas. Parce que l'étudiant, il n'accepte pas qu'on lui transforme comme ça. Il vient faire un cours, ils sont en licence, ils vont préparer un master. Il ne veut pas être pris pour une souris de laboratoire avec une expérimentation. Et puis il va trouver plein de choses injustes, parce qu'il va vite repérer les choses qui ne lui plaisent pas. Et donc il va dire, ça j'aime pas, pourquoi on fait ça? C'est pas normal, c'est pas juste. Et si tu lui expliques... moi, je vous mets en situation entreprise, vous prenez des responsabilités, je note vos compétences dans la vie, il comprend les choses. Donc, il y a des injustices, il continuera à dire que c'est injuste. Parce que mon bon élève, là, qui vaut 17, il aura un 14 à la fin. Donc, pour lui, ce sera injuste. Mais il comprend pourquoi. Et il sait que dans la vie, il y aura des injustices. Et à un moment, il pensera payer, il voudrait payer 5 000 €, puis il sera payé que 2 000, ou quelque chose comme ça. Mais il comprendra. Il faut leur expliquer. Si on ne leur explique pas, c'est mort. Ils accepteront pas. Dès qu'il y a un truc qui ne leur plairont pas, ils viendront dire oui mais votre méthode elle marche pas, pourquoi on fait ça? Et puis même au-delà de l'explication, c'est dire bah voilà toi qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Tout à fait. Et de mettre à rebours, c'est encore un stade qui va au-dessus. Je trouve que c'est très intéressant le fait que tu aies trouvé des moyens de créer des synergies au sein de chaque groupe. J'ai créé l'état, j'ai favorisé. En attribuant les rôles, par exemple, entre autres, en attribuant les rôles, entre autres choses. Parce que même si tu dis j'ai pas fait beaucoup, tu as quand même créé les conditions, tu vois, pour que cette synergie se crée. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Moi aussi qui fais de l'encadrement de projet,
qu'il y ait une synergie qui se crée. Mais il n'y a qu'eux qui peuvent la créer. Hein. Ouais, c'est ça. Mais il faut leur donner les conditions pour qu'elle se crée. Parce que si elle ne se crée pas, par contre, alors là, tu as un gros problème. Et là, a priori, dans tes 6 groupes, où pourtant tu as mis des gens qui ne se connaissaient pas, tu as réussi à créer les conditions pour que cette synergie se produise. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez essentiel. Et moi, je l'ai ressenti dans ma pratique, et je vois que pour toi, ça a aussi été assez essentiel. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, entre autres. En fait, l'enseignant devient du coup aussi actif, entre guillemets, dans son cours, parce qu'on disait que l'avantage de cette méthode, c'est que les élèves devenaient plus actifs. Mais en fait, je me dis, le prof aussi, du coup, on est plus sur un modèle d'enseignant qui rentre dans l'amphi, rentre dans sa classe, il a son cours en tête, et limite, il ne connaît pas les élèves qu'il a en face de lui, c'est pareil. Là, Mais toi, tu es obligé de... Je dis, moi, ça fait 25 ans que j'enseigne. J'ai fait 20 ans de recherche médicale. Le cours, je connais par cœur. Il n'y a pas eu un cours où j'ai pas appris quelque chose. À chaque cours, ils m'ont appris des nouveaux trucs. À chaque cours, j'ai appris un nouveau nom de molécule. À chaque cours, j'ai appris un nouveau mécanisme. Parce qu'ils m'appellent, ils me disent, monsieur, regardez ça, on a trouvé. Alors, ah bon, je regarde, je leur explique, je comprends 80%, et les 20%, ah ben, dans ma tête, je dis, punaise, c'est intéressant ça. Les QCM, ils m'ont fait des QCM ce matin, j'ai eu 13,5, je vais récupérer ce soir, ils m'ont mis le correctif, ils m'ont dit, bah ça, vous avez faux à cause de ça. Et j'apprends. Il n'y a pas eu un cours où j'ai pas appris quelque chose en génétique. Bah, c'est quand même intéressant. Ça m'était jamais arrivé. Quoi ? Ça c'est, on n'a pas parlé, mais c'est le côté négatif, hein, l'effet collatéral. Moi, j'ai un groupe qui m'appelle l'autre jour et qui me dit, monsieur, le réplisome, pouvez-nous expliquer le réplisome? J'arrive, je dis, oui. Donc je dis, c'est quoi le réplisome? Bah, monsieur, le réplisome quand même. Alors je dis, bah, moi je sais pas ce que c'est. Alors ils commencent tous à rigoler. Bah regardez, alors ils mettent, ils projettent le réplisome. Et moi, dès que je vois le truc projeté, je comprends ce que c'est. Mais je ne connaissais pas ce terme, c'est un néologisme anglais. Donc je leur dis, ah oui, c'est le complexe de réplication, puis je leur explique tout ça, etc. Donc ça se passerait bien, ça dure 5 minutes. Puis à la fin des 5 minutes, je leur dis, ben, je suis content, moi j'ai appris ce mot-là, je ne connaissais pas. Et très bien. Et je dis, si vous m'en retrouvez un autre de mots que je comprends pas, je vous mets un petit bonus. Alors ils sont partis pour chercher. Et puis c'est tout. Et une semaine après, je vois un prof qui me dit, ouais, je suis au courant de ta méthode, tout ça, mais enfin, moi quand je fais cours après toi, merci. Ils arrivent, ils sont super énervés, tout ça. Je dois les remettre en ligne et puis je leur dis de se calmer. Puis quand je pose une question, puis il y en a un qui se trompe, je dis, maintenant tu t'es trompé, tu dois revoir ton chapitre. Il y en a qui lui répond, ah bah, nous on a une mauvaise réponse, on se fait en irlandais, alors M. Caillé, quand on lui apprend un truc qu'il ne sait pas, on a un bonus. Donc il faut vous mettre d'accord, quoi. Donc des fois, ça peut poser aussi des problèmes avec les autres. Parce que l'étudiant, à un moment donné, si tu lui mets des bons points qui te lui montrent qu'il en sait plus que le prof, ou si tu le forces à aller chercher des choses que tu ne connais pas, quand il se retrouve dans une situation classique, s'il n'a pas prévenu l'autre collègue à côté, ben, il y a des effets négatifs de l'autre qui se dit moi je ne veux plus faire cours après toi, hein. Je veux au moins une journée où il se calme et puis qu'il redevienne des étudiants normaux. Parce que ça pose un problème. L'étudiant, quand il est dans une certaine situation, il n'a plus envie de retourner dans une autre. De même que les pauses. Hein. Quand je faisais 1 heure de cours, pourtant, je veux dire, mon cours de génétique, depuis longtemps, il y a des schémas, des films, etc. C'est dynamique, hein. C'est pas un cours où je suis assis, c'est un cours dynamique. Et bien, au bout d'1 heure, ils sont fatigués et veulent une pause. Là, il n'y a pas de pause. Hein. Là, vous êtes arrivé sur la femme, et des fois, au bout d'1 heure, il y en a 2 qui sont debout, ils discutent. Je leur dis, vous faites quoi? Non, mais si on s'arrête 5 minutes, on reprend. Là. Et donc, ils discutent d'autres choses et ils repartent. Parce qu'il y a un rythme qui fait que... Donc, voilà. En fait, les étudiants enseignent et les profs apprennent. Mais moi, je pense que si je dis que je vais faire évoluer le cours, l'année prochaine, peut-être que je demanderai par exemple, je prends un exemple, à chaque groupe, sur les 12 séances, de m'interroger sur des connaissances, et à partir du moment où je ne suis pas capable de répondre à une question, d'aller chercher des connaissances pointues, et si je ne suis pas capable, ils ont comme challenge de me construire en 1/4 d'heure un petit explicatif d'un contenu de cours que je ne connais pas. Et donc ils seront notés s'ils sont capables de m'apprendre quelque chose que je ne connais pas. Et tout groupe qui m'aura appris quelque chose que je ne connais pas, en me donnant une explication, un schéma, etc., je lui mettrai des points. Il est complètement embêté, mais ça pose problème quand l'enseignant qui suit n'a pas les mêmes modalités. Je ne comprends pas bien, je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, il y a un cadre culturel qui est proposé aux étudiants dans les cours de Jean-Charles, et il y a un cadre culturel
dans ces pédagogies-là, en fait, on morcelle en quelque sorte aujourd'hui les cadres culturels. Et donc, il faut apprendre à l'étudiant à changer d'environnement culturel. Quand il voyage à l'international et qu'il change de panneau, qu'il change de langue, qu'il change de modalité de rencontre, il ne dit pas ah, ici c'est nouveau, je retourne à côté. Il sait très bien qu'il va changer d'univers culturel et que du coup, il ne va pas pouvoir parler, se présenter pareil. Pourquoi c'est pas possible d'une classe à l'autre, ou ça semblerait pas possible d'une classe à l'autre, ou d'un cours à l'autre, ou d'un prof à l'autre? Moi, ça me surprend. Si les règles du jeu sont fixées et qu'on l'exerce à savoir changer d'univers, de cadre culturel d'un cours à l'autre, ça ne devrait pas poser de problème. En tout cas, je ne suis pas convaincu que ça pose problème, en tout cas à l'étudiant. Ça pose certainement plus de problèmes à ceux qui avaient les clés de ce cadre culturel historique qu'aux étudiants. Une fois qu'on leur explique, je pense qu'ils seront tout à fait capables de passer de l'un à l'autre. Ça pose peut-être un problème dans le sens où c'est l'Indien. À discuter. Aujourd'hui, c'est nouveau, donc c'est attirant. Oui. Dans 1, 2 ans, 3 ans. Mais c'est ce qu'on disait aussi que en fait, le fait de changer vers leurs activités et l'air de médias, tu sais, ils changent tout le temps, et ça leur plaît. Oui. Et voilà. Vous êtes plus adapté. Que d'habitude, Moi, j'apprécie le fait qu'il y ait des professeurs qui souhaitent en fait mettre les étudiants en situation, dans des situations qu'ils vont rencontrer plus tard dans les entreprises, parce que effectivement c'est ça, hein, c'est du travail du groupe, et puis on fournit tous ensemble un livrable qui après mis sur le marché, compétitif ou pas, va être acheté ou pas, et puis va faire en sorte que l'entreprise elle va se développer ou pas. Donc après, j'ai aussi apprécié de voir comment ça pouvait se passer différemment en cours, l'innovation qui a été apportée, parce que c'est vrai que mine de rien, il y a beaucoup de choses qui sont amenées dans ce cours qui font que ça marche. C'est intéressant. J'ai retenu une phrase, effectivement, c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Ça fait probablement activer des mécanismes mentaux qui sont différents de l'apprentissage par cœur. On les met dans des situations qui ne sont pas confortables, donc qui les amènent à se mettre plutôt en mode cognitif, adaptatif, on va dire, et qui fait qu'ils vont apprendre plus vite. En tout cas, comprendre ce qu'ils apprennent. Donc c'est une méthode qui aide à travailler en préfrontal. Ouais. Moi j'aime bien la remarque de Stéphane sur l'explication et accepter la diversité, le cadre culturel dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est une des premières fois en fait, où on pose la question en dehors du cours, la gestion au-delà, la gestion des différents cours, la gestion au niveau campus, et faire passer l'étudiant à un statut autre que le statut de client qu'on peut avoir partout, où on a ce qu'on veut et on demande ce qu'on veut et on exige quelque chose à la limite. Et on est en face des différences culturelles et les accepter, aller chercher la richesse justement dans ces différences et puis être capable de s'adapter aussi bien à l'une qu'à l'autre. Ça peut être aussi des compétences qu'on peut aller chercher au niveau justement campus complètement. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément encore abordé. On était vraiment à l'intérieur du cours, à l'intérieur de la pédagogie, de son cours avec son enseignant. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on n'est pas là sur un sujet très proche de ce qu'on appelle, je crois, les humanités ici? On n'est pas là très proche, connexe avec ça. Moi, je pense que c'est un sujet qui est important. Je pense que c'est important de voir comment on peut, dans un contexte où on a des étudiants qui sont très
moi j'ai l'impression qu'on n'est pas allé, on n'a pas fait aussi bien qu'on aurait pu là, au niveau du groupe. J'ai dit que ça avait été une discussion à bâton rompu, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu trop à bâton rompu. Enfin, c'est voilà, un sentiment personnel. On va jamais aussi loin qu'on voudrait aller sur ce genre d'atelier. Et je pense que ce que disait Jean-Charles tout à l'heure, il faut aussi du temps pour ingurgiter ce qu'on a vu, et du temps pour se poser des nouvelles questions, etc. Donc, on pourra certainement y revenir dans d'autres ateliers et faire notre chemin entre temps. Moi, je ne vais pas prendre de notes en live, je vous prendrai sur la vidéo. Il y a un jour, on démarre à 8h, il y a 8h05, plus de réseau. J'étais bien moi ce jour-là. Donc les étudiants s'installent avec leurs ordinateurs, tout ça. On démarre, coupure de Wi-Fi, plus rien. Donc moi, il y a un qui me dit, il n'y a plus rien, plus de Wi-Fi. Il y en a qui me disent, plus de Wi-Fi. Alors je me dis dans ma tête, heureusement que j'ai créé un machin, je vais leur faire un truc méthode classique. Donc je m'étais déjà préparé à faire un truc. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis aperçu que tous les groupes travaillaient. Alors j'ai dit, mais il y a du réseau, tout le monde travaille. Non, il n'y a plus de réseau. Alors je me suis approché, et qu'est-ce qui se passait? Les étudiants, ils avaient tous, par groupe, ils avaient des bouquins, ils avaient le téléphone, ils continuaient à travailler en 3G, 4G avec les bouquins. Alors j'ai dit, bah allez-y. Si j'avais dit, on utilise telle plateforme, tel machin, tel truc, etc., monsieur, le truc il va plus, on arrête. Et donc liberté totale, il faut laisser les outils. Il y a des groupes qui travaillent avec 3 ordinateurs, d'autres un téléphone, il y en a d'autres, il y a 2 filles qui ont un bouquin, elles se le passent. Liberté totale, il faut tous les outils que vous voulez. Quand je leur pose une interro, hein, on fait comment, monsieur, comme vous voulez, Word, je sais pas, Prezi, n'importe quoi, ce que vous voulez. Donc, c'est quoi ça? Il y en a montré. Le premier cours, il y avait Google Drive, les plateformes. Moi, je ne savais pas l'utiliser. Monsieur, on ne sait pas utiliser, vous nous montrez? Je dis, bah, moi, je ne sais pas non plus. Ah, vous ne savez pas, monsieur, vous lui dites d'utiliser Google Drive. Je dis, si, je sais un peu l'utiliser, mais si ça ne marche pas, je suis incapable de vous dépanner. Il y en a un qui connaît, il y en a un où il dit, bah, moi, j'ai utilisé ça. Bah, tu leur montres. Donc, il a montré, puis c'est lui qui l'a fait. Et après, comment vous faites? Bah, faites-le entre vous. Au début, mon document partagé, j'avais fait un Google Group, je le partage, et avec la moitié qu'ils recevaient, je ne sais pas pourquoi, ça a dû bloquer, peut-être que Google Group, il y a des tailles limites, donc ils n'arrivaient pas à l'avoir. J'aurais dit, ben, vous contaminez viralement. Et maintenant, ils font tout méthode, c'est vraiment do it yourself. Hein. Ils font tout. C'est vraiment le même principe pour le coup que les communautés apprenantes où on dit, bah, tiens, là, c'est un petit peu la même problématique aussi à la cœur. On a énormément d'enseignants-chercheurs, de fonctions support, de personnel de l'université, qui avons une problématique commune, qui est comment est-ce qu'on évolue dans nos enseignements, finalement. Et de se dire, bah, on attend, entre guillemets, de l'extérieur, mais de nous dire, bah, voilà, on veut des formations, on appelle Mélanie Kozak, on veut des formations, etc. Alors que finalement, au sein du groupe, on a l'ensemble des éléments pour évoluer. On a déjà la solidarité du groupe pour avoir confiance en soi et oser tester, parce que ça demande quand même beaucoup de culot, ce que fait Jean-Charles par exemple. Mais on trouve aussi au sein du groupe finalement l'ensemble des connaissances, des compétences, etc. dont on a besoin pour mettre en place les unités pédagogiques. Voilà, et là, c'est un petit peu aussi la même chose au sein de ton cours, c'est finalement les principes basiques de la communauté apprenante, qui est comment est-ce qu'on trouve au sein de notre propre groupe les ressources pour évoluer. Il y a plein de choses qui ont marché, qui ont apporté eux-mêmes. Il y a des choses qui ont marché, c'est eux qui ont eu l'idée. Hein. Quand ils m'ont interrogé, j'aurais dit posez-moi une question, ils vont interro surprise. Ils ont écrit la question, j'ai récupéré les questions, j'ai dit ben, je le ferai chez moi, je vous le rendrai la semaine prochaine. Je suis rentré chez moi, le surlendemain j'ai fait mes devoirs. Donc, ma femme elle m'a dit tu fais quoi? Je dis ben, je fais mes devoirs. Donc j'ai fait mes devoirs et le cours suivant, je suis arrivé à 8h, j'aurais dit voilà, je vous rends mon devoir. Et mon devoir il était sous Google Doc partagé. Et ben j'ai dit aux étudiants vous avez 5 minutes pour me le corriger et me l'annoter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les étudiants? Ils ont pris mon document Google Doc et ils ont tous projeté. Et il y a un prof qui rentrait, c'était un prof d'HEI, il rentrait, il dit je peux venir voir le cours? Je dis ouais rentrez. Alors il rentre, il voit tous les étudiants en groupe, il dit ils font quoi? Ben, je dis corrige ma copie. Ah bon, corrige votre copie? Quelle copie? Ben, j'ai la semaine dernière il y avait une interro surprise et j'ai répondu aux questions. Ah bon? Ben, il y avait 6 questions. Et elles sont où les questions? Et puis d'un seul coup, les 6 écrans ils étaient allumés. Il fallait voir le prof, les 6 écrans étaient allumés, il y avait 6 fois ma copie qui était projetée sur le mur et il y avait 36 curseurs. C'est un Google Doc. 36 curseurs qui notaient nul, peut faire mieux. Et donc il y avait le prof d'HU qui passait, il était comme ça, il voyait ma copie cloner 6 fois et puis il disait ah, là ils sont forts, ils sont en train de. Et donc les étudiants. Alors en plus quand il y a le curseur, il y a le nom de l'étudiant. Donc je voyais par exemple, je sais pas, Frédéric Dupont qui mettait une annotation, alors je repérais l'étudiant, ah, j'ai vu ce que tu mettais là. Et donc à la fin, ma copie elle a été corrigée, annotée. Et ça, c'est eux qui ont l'idée de faire ça. Moi, j'ai juste donné un document. Et ça a été une super séquence.
souvent c'est eux qui apportent l'idée. Pour rebondir un peu sur ce que dit Jean-Charles, c'est qu'il est bien de leur donner tous les outils, toutes les méthodes pour bien rechercher sur Internet, pour comment bien utiliser par exemple Google Drive, tout ça. Ce serait bien de leur apprendre avant qu'ils en aient réellement besoin, même si le besoin crée. Il y a des cours qui existent, comme par exemple sur Corinne Chapelle. Oui, voilà, non, mais justement, c'est des cours qui sont intéressants. Et voilà, ça devrait être généralisé à tout le monde, mais dès le début de cursus universitaire. C'est le but aussi du C2I qui permet. Le module de Corinne est vraiment en lien avec la partie 5 que je crois du C2I. La recherche. La recherche d'information, c'est le 4. Recherche d'information. Corinne, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ton module? Alors, mon module, ça vise vraiment, ça vise deux choses en fait principalement. C'est l'autonomie de l'apprenant et aussi une réflexion de l'apprenant sur l'information, le savoir, la connaissance, au sens large de ce qu'il va trouver sur le web. Donc en fait, ça s'articule en plein de choses assez différentes. Il y a par exemple, l'une des choses de base, c'est de leur montrer comment on peut beaucoup mieux se servir de Google, toutes les fonctions cachées. Donc ça les intéresse parce qu'ils se rendent compte que souvent ils sont sidérés, ils me disent mais comment c'est possible en fait, parce que Google c'est quand même ce qu'on utilise principalement quand on navigue sur le web et ils se rendent compte qu'en fait il y a plein de manières d'utiliser différentes. Ensuite je leur montre les choses un petit peu plus classiques, c'est l'évaluation d'un site web, l'évaluation d'un document, comment j'évalue ça. Par exemple, tu disais, Jean-Charles, quelqu'un qui tombe sur le blog d'une ancienne étudiante de Doug, et en fait, tout est faux. Voilà, comment juger l'information? Et après, ça va un petit peu plus loin, c'est leur faire repérer vraiment tout ce qu'ils ont à disposition, leur parler de tout ce qui est libre d'accès, tu vois, les archives ouvertes, etc. En fait, leur montrer qu'ils ont un potentiel de choses de disponibles sur le web et que souvent, ils cherchent dans genre 5% du web, quoi. Alors qu'il y a plein de choses, en fait. Donc c'est vraiment ça, c'est les nouveaux usages du net aussi, c'est-à-dire il y a énormément d'outils collaboratifs sur le net et comment eux en groupe projet ou même juste en binôme, ils peuvent utiliser ces outils qui sont pour la plupart qui sont gratuits ou tout au moins qui ont une version gratuite et comment ils peuvent utiliser ces outils de travail collaboratif pour le bien-être du groupe, ça va améliorer en fait leur méthode de travail, ça va leur faire gagner du temps et ça va leur permettre aussi de capitaliser leurs connaissances. Parce que combien de fois on entend ça, ils trouvent un document, ils trouvent des informations intéressantes, mais en fait comme ils ne savent plus où ils la mettent, ou alors en fait ils quittent le site, ils notent pas, etc. Après ils sont incapables de retrouver cette information, ils disent pourtant on l'avait trouvée. Leur montrer qu'en fait qu'ils doivent savoir capitaliser tout ce qu'ils ont trouvé, savoir capitaliser aussi les connaissances, les documents, etc. Savoir les hiérarchiser, etc. Et que ça, c'est quelque chose qui leur servira toujours. C'est-à-dire que c'est aussi très pro. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose quand ils vont arriver en entreprise, ils vont pouvoir l'utiliser directement. Parce que c'est leur autonomie. Et c'est leur capacité à pouvoir vraiment déterminer l'évaluation d'une information ou d'un document. Et voilà, quoi. Il y a tout un ensemble de choses. C'est l'utilisation des outils, en fait, c'est vraiment les usages du web, quoi. C'est encore une des soft skills dont vous parlez finalement Philippe, quand il parlait d'une compétence entre guillemets campus au-delà des matières, etc. Et ça rejoint aussi quand même une grosse discussion qu'on a eue la dernière fois et qui était vraiment très liée au RH, c'est de se dire finalement dans l'évolution des métiers d'enseignants, de se dire c'est un métier qui évolue, on voit qu'il y a énormément de pistes d'évolution de ce type de métier, de passer de transmetteur de contenu à effectivement animateur, ça a été fortement explicité, on a beaucoup travaillé dessus ce matin, mais à coach de l'information. Il y a des enseignants qui peuvent devenir experts du contenu parce que produire un contenu, ça peut être aussi intéressant, voilà, tout ce qui est module de base, etc. Quand on voit tout ce qui est MOOC, formation à distance, etc. Donc la production de contenu, la mise en animation, la construction collective du savoir, comment aller chercher de l'information, des enseignants qui vont être consultants, c'est-à-dire se dire tiens, sur un projet donné qu'on est en train de mettre en place, on a une étude de cas qu'on aimerait travailler avec vous en cours, ou alors finalement on aimerait bien un élément de réponse, que ce soit des coachs sur la méthodologie, par exemple comment gérer des projets, comment être innovant, comment travailler en équipe, ou vraiment sur des expertises pointues, qu'elles soient du domaine de la recherche ou du domaine professionnel, etc. Donc on
on voit que finalement on n'évolue pas vers un changement de métier, mais vers différents métiers. Vers une, comment on dit en biologie, là, quand les cellules se diversifient, la différenciation. Il faut venir dans le cours. Ouais. Ok. C'est un cours de combien d'heures, Corinne? Là, c'est 12 heures. Et tu trouves que c'est assez en 12 heures? Bah, c'est-à-dire, il est évolutif. C'est une réponse de Normand, mais je pense qu'effectivement, comme je développe de plus en plus le côté participatif, effectivement, je pense qu'on peut encore le développer pour qu'ils aient de plus en plus un retour sur eux-mêmes, c'est-à-dire les faire pratiquer, mais toujours de manière très contrôlée. Moi, j'ai toujours un fil rouge, et ce qui fait que ça les permet de s'interroger sur leur propre pratique, quoi. Quand on travaille beaucoup justement sur la partie animation, en tout cas pour avoir aussi beaucoup pas mal travaillé et pratiqué là-dessus, je trouve que les deux gros manques, dans tous les cas, que nous on a pu voir dans notre expérience avec les différents animateurs de design, des collègues, des coachs, etc. Ah oui, et en différenciation des métiers, il y a aussi le coaching de l'étudiant, quel est mon projet professionnel, quel est le marché, quel type de module je vais créer, etc. Donc, bref, revenons à nos moutons. C'était tous ces temps réflexifs. Ces temps réflexifs sur deux choses, parce que là, Jean-Charles met beaucoup en lumière toute la partie temps réflexif sur finalement comment le prof a fonctionné, etc. Il y a la même chose sur comment est-ce qu'on a fonctionné nous dans notre groupe, prise de conscience de toutes ces compétences, de toutes ces soft skills, ces compétences en plus, comme tu disais, qu'on a pu développer. Mais il y a aussi les temps réflexifs vraiment sur le contenu. C'est-à-dire finalement qu'est-ce qu'on a produit, est-ce qu'on a été innovant, quelle est la qualité de notre chapitre, etc. Et souvent, quand on se lance dans ces pédagogies, quand tu dis 12 heures, mais eh bien, on est vraiment dans la production, mais on ne prend pas ces temps réflexifs, alors que pourtant dans l'apprentissage, et en particulier l'apprentissage double boucle, on parlait tout à l'heure de tout ce qui était communauté apprenante, donc il y a, je me réadapte, je change mes actions, etc. Mais il y a aussi comment je remets en cause mon système de pensée, comment est-ce que je remets en cause ensemble de mes connaissances, donc un apprentissage plus profond qui nécessite des temps réflexifs. Parce qu'il ne faudrait pas... un des dangers, c'est aussi de glisser vers quelque chose qui est plus de l'ordre du zapping, où on va faire, etc. Mais on ne va pas prendre conscience de ce qu'on a appris, on ne va pas fixer les informations, etc. Et donc ces temps réflexifs sont vraiment importants et on voit que quand on commence l'animation, après, on a envie aussi de creuser cette partie-là, voilà. qui peut être encore un autre métier d'enseignant. Donc, si je peux juste ajouter un petit quelque chose là-dessus, en fait, à la fin du module dans lequel j'ai eu tes étudiants, justement, je leur ai fait un papier qu'ils pouvaient remplir anonymement. Et dans lequel j'aurais posé un certain nombre de questions, puis je leur ai demandé en quelque sorte pas de noter, mais de juger les différents cours en fait qu'ils ont eus. Donc il y avait des cours qui étaient quand même assez purement magistraux et d'autres qui étaient beaucoup plus participatifs. Et en fait ça, justement, dans ce que tu dis, c'est très important, je pense, d'avoir ce côté réflexif. Parce que tous ont rempli la feuille, certains ont vraiment... Il y avait une partie où c'était juste des colonnes, hein, bien, pas bien, suffisant, machin. Enfin, je ne sais plus exactement ce que j'avais mis, mais des choses où on met juste une croix. Et il y avait une partie complètement libre, où ils pouvaient écrire ce qu'ils voulaient. Donc c'était anonyme, hein, donc ils pouvaient mettre ce qu'ils voulaient. Alors en rigolant, je leur dis, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Hein, vous pouvez mettre, c'est nul. Hein. Et en fait, il y en a qui ont vraiment pris du temps pour remplir ces parties de texte libre. Et ça, ça a été très enrichissant pour moi quand ils m'ont rendu les trucs. Je les ai vraiment lus avec attention. Et ça fait partie de la réflexion. Et moi-même, donc, à la fin, je me suis fait un petit papier où j'ai dit, tel cours, il va falloir que j'ai un fil rouge beaucoup plus carré. Parce qu'à un moment donné, je les ai un peu perdus. Ils ne savaient plus trop quoi faire. Par contre, dans tel autre, il faut que je leur laisse plus de liberté. Tel autre, 2 heures, c'est trop court. Il en faut 4. Et comme tu dis, voilà, ce côté où on se remet sans arrêt en question, ou sans arrêt on remet ton travail sur le métier. Et ça, je pense qu'on en a vraiment besoin. Pour pas, comme tu dis, soit diverger, partir trop sur le côté zapette, ou alors trop finalement finir par s'encrouter aussi. Mais c'est compliqué, hein, ça demande du travail, hein, toujours se remettre en cause. Du coup, je profite de ton partage pour partager aussi autre chose. À chaque fois que je vois un élément qui peut être source d'inspiration, etc., ça me fait penser à tout ce qui est méthode agile, et en particulier Lean Startup, qui est vraiment le mix entre les méthodes Lean, qui sont très cerveau gauche, on va dire, et puis tout ce qui est agilité, très cerveau droit, qui finissent par converger vers tout ce qui est Lean Startup, où on a finalement les avantages des deux côtés, de se dire, tiens, ces retours clients, si on va jusqu'au bout, ces retours clients, c'est de leur... Quand Jean-Charles m'interroge sur l'étudiant, et de se dire finalement, ma vraie source d'apprentissage, je vais faire des plans sur la comète de manière très déductive et cartésienne, et donc je vais apprendre toutes les théories sur l'innovation pédagogique, puis je vais faire un cours de fou, etc. De se dire, je fais quelque chose, et puis avec ces retours
grâce finalement à ces retours, finalement, c'est un petit peu le cran entre guillemets en dessous du co-design qui est je vais prendre ces retours clients. Et le cran supplémentaire, c'est, mais finalement Jean-Charles le fait aussi, toi aussi, un petit peu dans tes cours, de se dire ce client ou en tout cas cet usager, au-delà de me faire un retour, il peut carrément être contributeur, c'est le coup des pizzas, et finalement m'aider à concevoir. Et la grosse plus-value dans le co-design en général, pas forcément en lien avec l'innovation pédagogique, c'est d'inviter cet usager, non seulement à faire des retours, mais vraiment à être créateur, concepteur. Les pizzas, c'est exceptionnel. Et quand ils ont livré les pizzas, le livreur de pizzas, il arrive avec toutes ces pizzas chaudes comme ça, il les monte, et puis on les distribue les pizzas, et puis on commence, et puis un étudiant qui avait soif, il dit je peux chercher à boire, oui, pas de problème. Donc il descend, il va se chercher un soft, un soda, et il remonte. Et en remontant, il tombe sur un prof. Et le prof, il lui dit, un jeune prof, il lui dit, tu fais quoi avec ta canette? Il dit, je vais en cours. Il dit, tu vas en cours? Il n'y a qu'une canette. Tu sais qu'on ne mange pas dans les bâtiments? Il dit, ici, un peu, dans ce cours-là, on mange. Alors, il dit, tu te moques de moi? Je lui dis qu'on ne mange pas, c'est le règlement et tout. Alors il dit, bon, c'est tout. Puis, il part, et puis il arrive dans la salle, il nous rejoint, puis il me raconte l'histoire. Il me dit, je suis dégoûté, il m'a pris de haut. Il dit, en plus, il me dit un jeune prof. Il dit, ça aurait été un vieux, j'aurais compris. Il me dit un jeune prof. Et moi, je dis, j'ai pas su lui dire que j'avais cours avec vous, puis des pizzas. Alors j'ai dit, t'avais qu'à dire que c'était des polis. C'est seulement les polis sont chauds, puis ils collent, c'est tout, mais c'est des polis. Évidemment, tu dis des pizzas, il ne comprend pas. Moi, c'est très court, hein, c'est pas un retour, c'est juste pour dire que l'innovation pédagogique, c'est tout le contraire de se dire je veux faire des choses nouvelles, innovantes, surprendre, donnez-moi des techniques, des outils, puis faisons des formations. C'est pas ça l'innovation pédagogique, c'est de tester, d'expérimenter des choses et de le partager avec d'autres. Bien sûr qu'il faut faire des cours, bien sûr qu'il faut faire des séances d'innovation, il faut regarder les outils, tout ça, mais ça se démarre pas comme ça. Parce qu'il faut regarder ce que font les gens, il faut faire partie d'une communauté, l'élargir. La preuve, c'est que ça peut se faire entre Paris et Lille, c'est pas obligatoirement. Vous avez deux profs voisins, ils ne feront jamais rien ensemble, et des profs d'école ou de fac différentes, ils vont faire des choses, donc c'est pas un problème de distance. Et il faut expérimenter un petit truc, un gros truc, on change, et c'est après le moment où on a changé, qu'on est dedans, que vraiment ça fonctionne. Et surtout, pas jeter à la poubelle le classique. Pas dire on arrête le magistral, on arrête les verbes irréguliers, on arrête les formules à apprendre. Il faut vraiment créer le lien entre les cours traditionnels et les cours innovants. Parce que si on veut créer une communauté d'enseignants innovants, c'est pas les étudiants sont prêts à faire ça, ils sont super motivés les étudiants. Par contre les collègues, les profs, si ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils ont un système, ils ont du mal à se mettre dedans, c'est vachement dur de les faire changer, etc. Et en plus ils le prennent très mal, parce qu'ils se disent moi ça fait 20 ans que je fais mon boulot, et vous allez me dire maintenant que je suis un mauvais prof, que je ne sais pas enseigner, et c'est pas vos co-design, vos machins, vos cercles, vos paper bidules. Et donc forcément vous allez les mettre dans une situation où vous avez envie de les entraîner à faire des choses avec vous, mais la première chose qu'ils vont prendre, c'est de se dire attends, je suis pas has-been, moi je suis pas un animateur, je suis pas c'est pas le BAFA qu'il me faut, moi, alors que c'est des mélanges, c'est des mix. Faut donner envie aux gens de faire les choses. Le BAFA. Non, le BAFA, c'est... Non, mais je faisais une blague. Moi je pense sérieusement, je dis, maintenant on dit plus les IUFM, les SP, mais moi j'interdirais à n'importe quel, s'il y avait une loi rigide à faire, personne ne pourrait être prof s'il n'a pas son BAFA ou un BFD, ou s'il n'a pas été scout, ou s'il n'a pas fait un truc comme ça, mais il faut arrêter, c'est pas parce que tu connais par cœur, il y a un minimum à avoir. Donc il y a quand même deux choses dans ce que tu as dit. Ou prof de sport, je sais pas, ou entraîneur d'une équipe de basket, c'est un minimum. La FIFA. Ouais, la FIFA. Ouais. Il y a des gens qui me disent, moi je suis plutôt Brésil ou Croatie. Je dis, ça va, tu progresses. Tu commences à bien jongler. Là, tu changes de mots. Tu commences à bien jongler avec... C'est vrai qu'il y avait le côté changement de paradigme, entre guillemets, au lieu des méthodes cartésiennes, d'aller dans l'expérimentation. Mais il y avait aussi le fait de ne pas jeter à la poubelle le passé, de créer des liens. Et donc on revient aussi sur le côté diversification, je ne sais pas tromper le mot. Différenciation, merci. Des métiers. Et de se dire finalement comment est-ce que chacun contribue au collectif. Et on est là aussi, en enseignant dans l'intelligence collective, comment est-ce que le tout est de meilleure qualité avec chacun sa spécialité, selon ce qu'il aime faire. Voilà, et après, tous les profs ne doivent pas devenir animateurs, même si le BAFA va encore faire partie de la formation. Je l'ai fait. Belle idée pour les voyants. Non, mais ça devrait être l'équivalent du BAFA. Tu vois, on devrait avoir une sorte de brevet ou de certificat d'aptitude, c'est le nom du BAFA, un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur.
On devrait avoir une sorte de brevet d'aptitude. Je n'ai pas peur des ordinateurs, ni des virus exterminateurs.